Bonjour, je suis Charlène Petit et vous écoutez le podcast engagé qui rime avec générosité. Si vous voulez encore plus de contenu, venez découvrir ma newsletter Vitamine G. Au menu, des histoires de dons, des recommandations, des décryptages sur l'actualité philanthropique et parfois des contenus invités. Pour s'abonner, rendez-vous en description ou au www.philanthropio.com. Cet épisode clôt la saison 2023-2024 soutenue par mon sponsor Altroui, l'association 100% digitale qui a pour mission de promouvoir l'engagement associatif. Mon lien avec Altroui a démarré en 2022 sur ce podcast par une interview de ses cofondateurs Jérémy Mani et Yves Delnat. Deux personnalités débordantes d'idées, d'envie et d'ambition pour le milieu associatif. Je tiens profondément à les remercier d'avoir cru en moi et à mon projet. Leur soutien a eu un impact considérable sur la croissance du podcast et j'ai beaucoup de gratitude pour ce partenariat si fructueux et aligné dans nos convictions. Je vous encourage à suivre l'évolution de leur plus beau et grand bébé, le Podcaston, un marathon caritatif d'une semaine et au cours duquel des centaines de podcasteurs se mettent au service d'une cause, le temps d'un épisode spécial. Ne manquez pas la 3e édition qui aura lieu en mars 2025 car elle sera pour la première fois internationale. Tu es le nouveau Rockefeller, un philanthrope. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils veulent changer le monde. Quelle drôle d'idée. Dans un esprit philanthropique. Vous le répétez? Philanthropique. Philanthropique. Je vous donne un peu de pognon. Et finalement, quand beaucoup de gens aujourd'hui me disent « Mais comment fais-tu pour avoir cette humanité ?» Eh bien, je leur réponds très simplement, je leur dis « C'est ce goût de l'amour, ce goût donc qui m'a poussé à me mettre au service de la communauté, à faire le don de soi. » S'emparer d'un mot qui porte l'amour de l'humanité comme message, en saisir tout le sens et la complexité en toute simplicité, découvrir des hommes et des femmes qui s'engagent, écouter leurs histoires et enchanter le monde avec authenticité. Bienvenue dans Philanthropio, le premier podcast francophone qui raconte la philanthropie et dans lequel je vais à la rencontre de ceux qui la font. Aujourd'hui, je reçois Tim Deguet, le porteur du projet Soli, la carte solidaire qui permet aux personnes SDF de recevoir des dons via un smartphone et d'acheter des biens de première nécessité. Mais ce n'est pas la seule fonction de cette jeune start-up associative, car vous allez voir que du haut de ses 21 ans, Tim a pensé bien plus loin que le soutien de proximité. Pour concevoir sa solution, il a eu l'idée d'associer deux dispositifs existants. La technologie NFC, facilitant des échanges rapides et sécurisés comme les paiements sans contact, et la carte ticket restaurant, utilisable dans les mêmes terminaux que les cartes bancaires. Après une campagne de sociofinancement et une preuve de concept réussie, Soli fait déjà des étincelles dans tout l'Hexagone, en Europe et dans le monde. Cocorico, la newsletter de l'Élysée, l'a même répertoriée parmi les initiatives citoyennes qui font rayonner la France. Je vous laisse découvrir sans plus attendre ce que ce projet prometteur a sous le capot pour lutter contre le sans-abrisme. Bonne écoute! Bonjour Tim. Bonjour. Je vais te présenter rapidement à nos auditeurs. Tu as 21 ans, donc tu fais partie des plus jeunes invités du podcast Philanthropio. Tu es ce qu'on appelle un étudiant entrepreneur. Tu viens de terminer un Master 1 à ESUPCOM à Lille, en communication, marketing et publicité. Et en parallèle de tes études, avec 3 autres amis, tu as fondé l'agence de com Les Normands, il y a 2 ans. Et comme si ça ne suffisait pas, depuis 1 an, tu développes Soli, un programme d'accompagnement vers le logement avec une carte bancaire pour dématérialiser des dons afin d'aider les personnes SDF à subvenir à leurs besoins de première nécessité. Comment tu fais pour concilier tout ça ? Comment je fais pour concilier tout ça ? Le point d'ordre, c'est l'organisation. À côté de mon Master 1, je suis en alternance également. J'ai une journée typique d'un alternant, donc j'arrive à 9h, 9h30. Je termine à 17h30, 18h. Et le soir, dès que je rentre, soit je travaille sur l'école, soit je travaille sur les Normands, soit je travaille sur Soli. J'évite de faire plusieurs tâches le même soir, et comme ça je suis focus sur un seul de mes jobs le soir. Et après le week-end, beaucoup de travail sur Soli. Ouais, c'est quand même assez impressionnant. Enfin, moi, j'ai quasiment 20 ans de plus que toi, donc c'est sûr qu'il y a une génération qui nous sépare. Je suis vraiment toujours subjuguée de voir ces nouvelles générations qui ont vraiment de la suite dans les idées et qui parviennent presque à mener plusieurs vies en même temps. Donc, je me dis que nous, à l'époque, c'est sûr qu'on était moins acculturés à cette notion d'entrepreneuriat, ce côté un peu tout est possible, etc. Mais vraiment, je suis très, très impressionnée par ton parcours. Donc, bravo. La première question que je voulais te poser, pourquoi tu as décidé de t'attaquer à la lutte contre la pauvreté ? C'est quoi ta connexion avec cette cause ? Alors avant de démarrer Soli, j'en avais pas vraiment de connexion, uniquement le fait que j'ai
effectué mon lycée, donc mes années supérieures au brevet, à Saint-Omer, qui est une ville située au nord de la France, entre l'île et la côte. Et il faut savoir que Saint-Omer, c'est une ville qui est pas très riche, et c'est là où j'ai rencontré, on va dire, le sans-abrisme. Le premier mendiant que j'ai rencontré, c'était là-bas, donc j'avais 16-17 ans, devant le carrefour, où j'effectuais mes courses, et je me suis rendu compte de plusieurs éléments. C'est que toutes les semaines, ils demandent la même chose, de la même manière, soit un sandwich, soit un peu d'alcool, soit de la monnaie pour se laver ou pour héberger le soir. Et je me suis toujours posé la question de, ok, j'aimerais bien vous aider, mais comment je peux vous aider, puisque moi j'ai 16 ans, 17 ans, j'ai pas d'argent de poche, on va dire en liquide sur moi. Donc en fait, je peux rien faire pour vous, mis à part vous payer les choses, mais ça me prend du temps. Donc comment on fait ? Cette idée-là, elle a commencé à germer, donc Soli. 3 ans après, dans le métro lillois, j'ai rencontré un jeune qui avait probablement mon âge, entre 20 et 23 ans, qui faisait la manche dans le métro. Et cette fois-ci, j'avais un billet de 10. C'est là où je me suis rendu compte que j'avais un autre problème, c'est que quand moi j'avais de l'argent sur moi, c'était des billets et pas de la monnaie. Et donc j'ai pu lui donner que 10 euros, mais pour un étudiant 10 euros c'est beaucoup. Et c'est là où je me suis dit bon, en fait il faut vraiment trouver une solution, parce que quand je veux aider, j'ai trop d'argent sur moi, et d'un autre côté quand je veux aider et que j'ai pas la possibilité, j'ai que mon téléphone sur moi. Donc c'est là où je me suis posé plusieurs questions de comment on pouvait dématérialiser la monnaie, et je suis pas allé très loin. J'ai regardé ce qui existait autour de moi, et je me suis dit ok, tous les passants aujourd'hui ils ont un smartphone qui est connecté à du réseau, donc 3G, 4G, 5G, qui sont capables de recevoir soit une puce NFC, soit de scanner un QR code. Je me suis dit ok, ça peut être le point d'entrée. Et après, j'ai regardé ce qui se passait d'un point de vue paiement, et c'est là où j'ai vu que Hello Asso, toutes les plateformes de dons d'argent pour les associations, ça existait. Et je me suis dit, en fait, ça a l'air d'être pas très compliqué. Et c'est là où je me suis dit, ok, moi je vais créer une carte qui permet de recevoir de l'argent et pouvoir payer ce qu'on souhaite avec. Donc en mai 2023, il y a un peu plus d'un an, j'ai décidé de mener ce projet avec des études pour comprendre les problématiques donateurs, les problématiques bénéficiaires et les problématiques des associations. Et c'est donc là où je me suis dit, ok, je vais lancer ce projet. Alors, on va rembobiner un tout petit peu en arrière, parce que je crois que c'est un projet que tu mènes en co-construction avec les Soldats du Sourire, donc qui est une association. Comment s'est passée la rencontre avec cette association ? C'était quoi le point de contact avec les Soldats du Sourire ? Alors comment on s'est rencontrés avec les Soldats du Sourire ? C'est très simple. On a fait 2 questionnaires, un questionnaire pour les sans-abri et un questionnaire pour le grand public, pour comprendre les points de friction et les problématiques. Et en fait, le premier questionnaire qui était attribué au grand public, il a bien fonctionné sur LinkedIn. On a eu plus de 500 retours en un an, mais on a stoppé cette étude-là au bout d'une semaine. Donc les chiffres que je donnerai durant l'interview sont stoppés à 344 personnes, mais aujourd'hui ça reste les mêmes. Hein. Globalement, ça joue à 1 ou 2%. Mais donc en fait, les personnes qui ont participé à ce questionnaire pour répondre à nos questions, ils ont partagé cela à des associations, et le président de l'association Les Soldats du Sourire, Arnaud Colette, a reçu ce questionnaire et a été intrigué par le projet que j'allais mener, parce que je l'avais pas présenté dans ce questionnaire, pour éviter de donner un biais aux personnes qui allaient y répondre. Et donc je l'ai appelé et on a discuté de ce projet-là, et c'est là où ils m'ont invité à une maraude le samedi. Donc je crois que l'appel c'était le jeudi, le samedi ils m'ont invité à leur maraude, le samedi j'y suis allé. Gros coup de cœur pour cette association-là. Ils m'ont permis de rencontrer toutes les semaines des nouvelles personnes, même si je faisais pas des maraudes toutes les semaines avec mon emploi du temps chargé, mais ça m'a permis de rencontrer des bénévoles, des bénéficiaires, et de comprendre le rodage de ces associations-là, puisque quand on est une petite ou moyenne association, on n'est que des bénévoles, il n'y a pas de salariés. Et donc c'est une autre machine que les grosses associations de type la Croix-Rouge ou les Restos du Cœur. Les Soldats du Sourire, ce sont que des bénévoles qui participent aux maraudes ? Tout le monde est bénévole, même le président. Il a un emploi à côté. Et donc c'est là où j'ai compris en fait ce rodage et comprendre leurs enjeux et leurs motivations. Et en fait aujourd'hui, des associations comme les Soldats du Sourire, j'en connais beaucoup. On a plus de 50 associations partenaires en France et dans chaque ville. Parce que notre objectif, c'est d'avoir une ville égale un partenaire différent, et comme ça on leur donne de la visibilité. Et la communication se fait plus facilement entre nous que si on passait par des grosses associations partenaires qui distribuent les cartes Soli.
Donc tu cherches des organisations qui sont plutôt agiles dans leur fonctionnement et qui sont pas forcément des mastodontes du paysage associatif, quoi. Tout à fait, pour plusieurs raisons. Parce que quand on est des mastodontes, on est un peu les associations attrape-touristes. Et quand je dis attrape-touristes, c'est quoi ? C'est les personnes qui souhaitent s'engager 1, 2, 3 fois à faire des maraudes. Et en fait, ces personnes-là, souvent, ils se penchent plus vers les grosses, puisqu'ils connaissent que ça, parce que ces gros mastodontes font bien plus de communication que les petites. Et donc, nous, notre volonté, c'est d'avoir des petites ou des moyennes associations, où là, il y a des personnes qui travaillent régulièrement, qui connaissent le territoire, qui connaissent les populations. On préfère toucher ces petites associations-là pour leur faire de la communication, et en même temps, on sait que eux, ils font ça régulièrement et que il n'y a pas trop de nouvelles personnes qui passent par ces associations-là. On évite de perdre les référents de maraude avec Soli, qui est une solution supplémentaire à tout ce qu'ils font. Alors, on rappelle simplement qu'il y a 330 000 SDF en France et que ce chiffre augmente de 10% tous les ans. Donc la problématique de l'itinérance, c'est une problématique qui est ancienne mais qui n'est toujours pas réglée. Juste une petite question de curiosité, tu as déclaré que ton parcours t'avait renseigné que chacun mérite une seconde chance. Je sens qu'il y a une petite histoire derrière ça, est-ce que tu veux bien nous la raconter ? Oui, tout le monde mérite une seconde chance puisque, et je pense que ça vient de mon profil entrepreneurial, les difficultés font partie de la routine ou de l'aventure. Il y en a qui les gèrent mieux que d'autres. Dans ma famille, j'ai eu beaucoup de personnes qui ont chuté, qui ont du mal à se relever, mais avec le temps, on sait qu'ils vont réussir à se relever. Et donc il faut pas les abandonner parce que sinon, ils vont se retrouver seuls, dépendants de beaucoup de choses. Et si on les aide pas, ça n'améliore pas la situation. Moi, j'ai toujours compris qu'il fallait soutenir ces gens-là et non pas les enterrer de plus en plus. Et donc remettre un lien de confiance entre ces personnes-là, c'est extrêmement important. Et aujourd'hui, Isoli souhaite s'engager dans ça, c'est remettre de la confiance en fait entre le donateur et la personne qu'on a en face de nous. Et donc on passe par plusieurs moyens et plusieurs leviers pour faire cela. Parle de ce lien de confiance, de cette espèce de il y a aussi une question de regard qu'on porte sur l'itinérance, de dignité, parce qu'il y a beaucoup de préjugés qui entourent l'itinérance. Simplement, donc pour rappeler le contexte du démarrage de Soli, donc au départ, on constate qu'il y a une disparition de la monnaie qui a été accélérée par la pandémie et qui a eu un impact considérable sur la vie des SDF. Dans un article du journal Le Monde en février dernier, il y a un SDF qui déclarait récolter aujourd'hui entre 30 et 40 euros par jour, contre 150 euros il y a quelques années. Donc on voit qu'il y a une chute considérable des revenus qui peuvent être générés par la quête de rue. Et cette dématérialisation a été confirmée donc par une étude quantitative que tu as réalisée en mai 2023 et qui a démontré que 2/3 des Français n'ont plus de monnaie sur eux. Donc le fameux désolé, j'ai pas de monnaie. Qu'est-ce que l'étude a fait ressortir comme autres données ? En autres données, et c'est là où on a été un peu surpris, puisque c'était vraiment une question pour connaître, mais on pensait pas qu'il allait y avoir autant de réponses dans ce sens-là. C'était quels sont les freins pour ne pas donner à des sans-abri aujourd'hui en France. Et donc on a listé, il me semble, plus de 10 situations, et en fait la situation qui est le plus ressortie, qui est ressortie à 70%, c'est autour des addictions. Les personnes ne souhaitent pas financer tout ce qui est cigarettes, tout ce qui est alcool, tout ce qui est drogue et tout ce qui est jeu d'argent. Et en fait, en poussant un peu ces recherches via de nombreux articles, en fait, on se rend compte qu'en France, et je pense dans le monde entier, on est tous liés de près ou de pas très loin à des addictions, et en fait, on ne souhaite pas financer cela, des personnes qui sont dans le besoin. Et je pense que c'est l'ensemble de la communication de l'État autour des consommations, c'est l'ensemble des discussions qui font que aujourd'hui les citoyens, eux, ne souhaitent pas financer cela pour des personnes qui sont en précarité. Et donc c'est là où on s'est rendu compte que si demain on devait mettre quelque chose dans la main des sans-abri pour récolter de l'argent, il fallait répondre à cette problématique de ok, je te donne de l'argent, mais je ne souhaite pas que tu le finances dans des produits d'addiction. On a tout de suite trouvé une solution, et encore cette fois-ci, je ne suis pas allé chercher très loin,
parce que le fonctionnement des cartes tickets restaurants en France repose sur ce principe, c'est que les émetteurs de cartes interdisent l'achat dans des bureaux de tabac, de retirer de l'argent en distributeur ou même d'acheter de l'alcool dans des grandes et moyennes surfaces. Et donc c'est là où on s'est dit, en fait, aujourd'hui même les banques et les prestataires de paiement savent déjà le faire. Donc c'est parfait, on n'a rien à développer en plus. Donc concrètement, le SDF ne peut pas faire de retrait d'argent au distributeur, mais il peut y consulter son compte. Alors ça, on le souhaite. Aujourd'hui, Soli est encore à l'étape de projet, donc nous, on souhaite que cette personne-là ait la possibilité de consulter son solde dans les distributeurs automatiques de billets, parce que l'objectif de Soli, c'est de répondre à 3 fractures: la fracture bancaire, la fracture sociale, donc permettre aux donateurs de rencontrer la personne à qui il donne. On ne peut pas donner à distance. La fracture numérique, aujourd'hui, tous les sans-abri n'ont pas de smartphone, et donc il faut trouver un moyen où les personnes peuvent consulter leur solde 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans téléphone. Et donc le distributeur automatique de billets, c'est le bon moyen, puisque aujourd'hui on a de nombreuses banques qui ont des distributeurs automatiques de billets qui peuvent nous permettre d'avoir cette interface numérique et connecter à leur compte pour consulter leur solde. Mais après, on a des solutions, on va dire, intermédiaires ou de remplacement de type un appel non surtaxé où on donne le numéro de la carte bancaire et où on peut récupérer le solde via un robot. On peut également pouvoir mettre le solde sur des tickets de caisse, c'est-à-dire qu'une fois que la personne fait un achat, elle sait combien il lui reste sur son compte. Il y a plein d'autres solutions, mais c'est vrai que le distributeur automatique de billets, c'est pas mal, puisque on peut le consulter 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 sans avoir de téléphone. Et donc cette carte de paiement, elle sera donnée gratuitement par des associations partenaires, donc celles que tu citais tout à l'heure, lors des maraudes. Donc si on résume un petit peu le fonctionnement de Soli, à la fois pour le donateur et à la fois pour la personne bénéficiaire, comment tu résumerais un peu le fonctionnement de la carte ? C'est assez simple, nous on distribue des cartes à des associations de maraude. Ces associations de maraude, lorsqu'ils font la distribution de vêtements ou d'aliments dans les rues, il y a un référent Soli qui est lui présent pour présenter la carte et savoir si la personne est intéressée de l'obtenir ou pas. Si la personne est intéressée, elle obtient cette carte-là gratuitement. Et comment elle reçoit de l'argent par les bénéficiaires, il y a plusieurs moyens. De un, la puce NFC du sans contact de la carte permet de recevoir des dons au contact d'un téléphone. Après, il y a un QR code pour flasher et tomber sur une page de dons pour la personne. Et ensuite, nous, on met des moyens de communication pour mettre en avant que c'est un détenteur de carte Soli qui a besoin d'aide financière. Donc là, on mettrait un pins avec le QR code de sa cagnotte, etc. Et une fois que la personne a récolté 1, 2, 3, 4, 5 euros, elle peut le dépenser où elle le souhaite. Le temps que c'est des biens de première nécessité. Comment on nomme des biens de première nécessité ? C'est de l'alimentaire, c'est des vêtements, c'est de l'hygiène, c'est de la santé, c'est de l'hébergement, donc des nuits d'hôtel. Et il y a plein de catégories, même la culture, le sport. Une fois que la personne a fait son don, nous on a un business model, puisque même si on est une association sans but lucratif, on doit quand même subvenir à nos besoins, puisque on parle quand même d'un produit bancaire où il y a des frais. Et donc on a un business model de commission, c'est-à-dire que si je fais un don de 1 euro, le bénéficiaire lui reçoit 91% du don. Donc là, en évidence, 91 centimes. Et ensuite, les 9%, eux, servent à 3 choses. De 1, financer des frais bancaires. Ensuite, financer l'association. Et troisièmement, financer un fonds de collecte pour financer du logement et donc sortir à terme les gens de la rue. Donc ça, c'est le volet hébergement. C'est-à-dire que l'ambition de Soli, c'est pas seulement de soulager la pauvreté, mais c'est aussi d'accompagner les personnes SDF vers la réinsertion par le logement, puisque ça va représenter, je crois, 1% des commissions générées par les dons. Tout à fait. Après, c'est des commissions variables. Donc, si c'est 1 euro, c'est un peu moins. Si c'est un don de 15 euros, là, ça va être beaucoup plus. Et donc, on finance plus facilement du logement. Nous, on n'est pas des acteurs du bâtiment ou du logement. On finance et on aide des associations qui sont déjà sur le terrain, qui, eux, en fait, leur plus gros travail dans l'année, c'est de rechercher des fonds. Souvent, c'est autour des entreprises, mais donc nous, on est vraiment une solution de substitution, en plus de leur recherche de fonds pour financer des problématiques de logement sur le territoire.
Ouais, c'est ça, parce que je lisais que cette partie des commissions serait allouée au financement de logements en colocation solidaire, donc qui est un modèle bien spécifique. Là, je me suis tout de suite demandé, par exemple, si vous alliez faire des partenariats avec l'association Lazare, qui propose notamment des colocations entre sans-abri et jeunes actifs. Il y a une maison à Lille d'ailleurs. Est-ce que c'est avec des associations type Lazare que vous pourriez collaborer ? Voilà, tout à fait. Donc, c'est des associations de type Lazare. Mais par contre, on ne recherche pas de partenariat avec ces associations-là. Pourquoi ? Parce qu'on ne souhaite pas dépendre, on va dire, de leur cahier des charges ou de leur suivi de travaux. Donc, ces associations-là, ils ont des problématiques en ce moment sur certaines villes. Mais si demain, nous, on souhaite financer un projet qui est à Brest, une ville qu'ils n'ont jamais étudiée, mais par contre, à Brest, on voit qu'il y a une association qui font des colocations solidaires, qui a un vrai besoin financier pour concrétiser ce projet, on va aider cette association-là. Alors que si on passe par des partenariats, en fait, on se limite. Et les gens pensent qu'on va financer que du Lazare. Alors que non, nous, on souhaite financer beaucoup plus de projets, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, on va financer du Lazare comme du Toi à moi ou d'autres associations qui le font très bien. Au Canada, il existe une approche qu'on appelle Housing First, un logement d'abord, qui consiste à procurer rapidement et sans condition un logement permanent aux personnes sans abri et qui est considéré comme la meilleure solution, tout simplement parce que ça coûte moins cher à la société que les dépenses d'urgence de logement, de santé ou de sécurité liées à l'itinérance. Est-ce que tu avais entendu parler de cette approche ? Tout à fait. Et nous, on s'est pas basé sur le modèle canadien, mais plutôt des pays du Nord, donc Danemark, Norvège. Et la Suède, eux ont une politique de 100% logement, même sur les populations les plus précaires. En regardant cette politique-là et les résultats, on s'est rendu compte que oui, en fait, c'est la solution. Et on s'est rendu compte que oui, les pays de type canadien ou il y a aussi des pays de l'Est qui essayent d'avoir cette politique-là. Fonctionne. Et donc c'est là où on s'est dit en fait le logement ça peut être une grosse pierre à l'édifice dans la confiance du donateur. C'est-à-dire que demain une personne qui fait un soli à une personne, elle se dit j'aide la personne qui est en face de moi, mais en même temps j'aide l'entièreté de cette population là à retrouver du logement et donc à s'en sortir. Et en plus de cela, c'est que ces associations les accompagnent sur diverses piliers, que ce soit dans l'accompagnement autour des addictions, que ce soit l'accompagnement vers le travail ou de formation. Et donc, pour nous, ça a été une évidence d'imbriquer, on va dire, cette partie-là au projet Soli, puisque on est conscient que le micro-don, donc des dons, on va dire, de 1 à 5 euros, c'est bien pour la personne qui est en face, mais l'addition de plein de micro-dons peut faire la différence, et c'est là où le logement peut réellement résoudre de nombreux problèmes. C'est ça, l'idée derrière, c'est qu'on peut pas se contenter de mesures curatives ou palliatives pour résoudre le problème du sans-abrisme. D'ailleurs, il y a une image que le dirigeant de la mission Bon Accueil à Montréal utilise et que je trouve vraiment parlante. Il dit « On se voile la face en construisant des hébergements d'urgence sans prévoir la transition vers la sortie. C'est comme si dans le système de santé, on ne construisait que des services des urgences et qu'on y laissait les patients s'empiler sans les rediriger vers les soins adaptés. » Donc bon, ça, je pense qu'on peut pas être plus clair. Donc on voit bien que le logement, c'est la clé. Parce qu'il faut quand même rappeler que le sans-abrisme, c'est pas d'abord causé par l'addiction ou les problèmes de santé mentale. Est-ce que toi, dès le départ, tu as eu cette vision systémique, tu l'as tout de suite eu en tête quand tu as créé ce projet ? Globalement, en mai 2023, j'avais déjà cette idée de logement. Toutes les questions d'addiction, etc., elles sont venues après, suite à l'étude. Et aujourd'hui, dans l'équipe Soli, puisqu'aujourd'hui on est plus de 10 dans l'équipe, parce que j'ai un associé, j'ai des parrains et j'ai un board. Et en fait, on retrouve toutes ces personnes-là qui répondent à ces problématiques-là et qui sont experts en la matière et donc qui comprennent notre volonté et qui nous suivent. Donc on voit qu'on répond à un réel besoin du moment même. Tim, tu abordes ton équipe. J'aimerais qu'on en dise un petit mot parce que je crois que tu as une dizaine de personnes qui t'entourent bénévolement, notamment 2 parrains et des référents bénévoles. Comment tu les as recrutés ? Est-ce qu'ils sont venus à toi ? Est-ce que c'est toi qui es allé les chercher ? Qui sont-ils ? Est-ce que tu veux nous présenter un petit peu ton équipe ? Yes, avec grand plaisir. Donc, il y a 1 an, quand j'ai voulu lancer le projet, j'ai fait ce fameux questionnaire. Donc, j'étais à l'époque tout seul dans le projet parce que j'étais juste en phase d'idéation et de compréhension du projet.
Et en fait, via ce questionnaire-là, j'ai Fabien, qui est l'un des 2 parrains de Soli, qui a repris contact avec moi parce que c'est un ancien collègue de ma mère. Lorsqu'elle travaillait en cosmétique, a juste repris contact comme ça, et à la fin de l'appel, je lui dis j'ai quelque chose à te présenter, et dis-moi ce que t'en penses. Et donc c'est là où je lui présente on va dire la première pousse de Soli. Et je lui dis j'aimerais bien créer quelque chose comme ça, etc. Il adore l'idée. Lui qui est un entrepreneur dans le social depuis des années, ça un peu fait tilt dans sa tête, et il m'a fait rencontrer plein de monde. Donc il m'a fait pitcher dans du BNI, donc BNI c'est Business Networking ou Network International. Il m'a fait rencontrer des amis à lui, et dont 2 personnes, Romain qui est un artiste connu en France, un peu cette vibe de communication et de solution, de solutionniste. Et c'est là où je me suis dit, c'est vrai que Romain et Fabien, ils ont du peps pour devenir parrain de ce projet et d'être porte-parole. Et ensuite, il y avait Caroline, qui est une créatrice d'agence de com, qui sait communiquer, qui comprend les parties prenantes d'un projet ou d'une entreprise. Et donc, c'est à 4 qu'on a commencé à structurer, on va dire, l'équipe. Et après, il y a Arnaud Colette des Soldats du Sourire qui est arrivé, Audrey qui est une psychologue en addiction qui a rejoint le projet également, Jean-Michel en innovation monétaire, et Laurent Kosinski qui est notre référent dans le monétique et dans le compliance paiement. Et donc c'est avec cette petite équipe-là qu'on a commencé le projet. Et ensuite j'ai un associé qui est venu, qui s'appelle Matt, qui est un ancien développeur de chez Swile. Donc Swile, c'est l'un des plus gros acteurs du ticket restaurant, du moins en France, mais il me semble qu'aujourd'hui en Europe ils ont une bonne place. Matt a eu la même idée que Soli, donc que nous, il y a 2 ans lorsqu'il était chez Swile, et donc aujourd'hui il a rejoint le projet en tant que dev et associé. Et donc c'est comme ça qu'on a créé ce projet, cette équipe, cette Dream Team, l'équipe solidaire comme on l'appelle. Et vous avez démarré sur les chapeaux de roue parce que il y a 2 mois, vous avez lancé une campagne sur KissKissBankBank qui a dépassé toutes vos espérances. Vous avez récolté près de 80 000 € sur les 25 000 demandés, ce qui va vous permettre de financer directement 210 cartes Soli. Et depuis, vous avez reçu des centaines de messages d'associations, de contributeurs, de fonds de dotation, de mairies, de départements, de régions et même de l'Élysée. Tu veux bien nous mettre dans la confidence ? Tout à fait. J'ai plus les dates, mais il me semble que c'est en mai 2024. Effectivement, on a lancé une campagne de crowdfunding pour faire une preuve de marché. Et pourquoi on devait faire une preuve de marché ? C'est tout simplement que au début du projet, on a rencontré des banques ou des institutions bancaires, et ils nous ont dit votre projet sur le papier est vachement bien, mais est-ce que c'est quelque chose qui plairait à la population, aux bénéficiaires, etc. C'est vrai qu'on n'avait pas vraiment de data à leur donner. On leur a dit un peu sur un coup de tête en disant on peut faire un crowdfunding et voir si on arrive à embarquer du monde. Et c'est lors d'une réunion qui a duré réellement 3 minutes pour demander les objectifs à une banque, et ils nous ont dit 500 personnes et 15 000 €, c'est pas mal. Si vous faites ça, on peut en discuter. Moi, j'ai retenu ces 2 chiffres-là, et j'ai participé aux Pépites de la Mel. Donc les Pépites de la Mel, c'est un programme qui est fait tous les ans entre le réseau Pépites. Le réseau Pépites, c'est un programme d'accompagnement qui appartient, du moins créé par le ministère de l'Éducation supérieure et de la Recherche, pour aider les étudiants entrepreneurs via un statut bien spécifique qui s'appelle le SN2E, qui nous permet d'avoir du temps pour créer des projets lorsqu'on est à l'école. Donc j'ai eu énormément d'aménagements de cours cette année, et je remercie ESUBCOM de m'avoir fait confiance et de m'avoir attribué toutes ces absences. Donc les Pépites de la Mel, c'est Pépites. La Mel, la métropole européenne lilloise, donc c'est un acteur du territoire, un acteur public. Et KissKissBankBank. Donc KissKissBankBank, c'est une plateforme de crowdfunding bien connue et qui permet de tester des projets et on va dire voir si ça prend. Et donc j'ai été lauréat. Il me semble qu'on était une trentaine de projets. On a terminé à 7 projets. Et donc on a tous lancé une campagne de crowdfunding en même temps qui a duré 39 jours. Et nous, nos objectifs, c'était 15 000 €. Et 500 contributeurs qu'on avait découpés pour que ça soit plus simple. On avait mis le premier palier, il me semble, à 7 ou 8 000, 15 000 et 25 000, parce qu'on était conscient qu'on pouvait aller un peu plus loin de 15 000, mais on se rendait pas compte qu'on pouvait aller bien au-delà. Et donc effectivement, on a fait 80 000 € et 1400 contributeurs, ce qui est énorme. Le plus gros objectif que je m'étais fixé, c'était 50 000, et encore, j'y croyais pas du tout.
Et le fait de faire 80 000, c'est énorme. Et aujourd'hui, on est classé première campagne lilloise et on est dans le top 8 des campagnes citoyenneté et solidarité. Donc on est extrêmement fiers, toute l'équipe. Et en fait, ce qui a emmené cette campagne à ce niveau-là, c'est la médiatisation. Donc on est passé sur la radio, sur la télé, dans la presse écrite. Il me semble que c'était un mardi soir, on a reçu une petite identification de l'Élysée sur Instagram. Et c'est là où on s'est dit, waouh, ok. Mission accomplie. Et donc ils ont parlé de Soli dans leur newsletter. Et donc on était extrêmement contents, puisque de un, on avait déjà la MEL, un acteur public, qui n'est pas un département ni une région. Et donc on s'était dit, bon, on va fixer soit le département, soit la région en étape supérieure. Mais en fait, d'avoir directement l'Élysée, on s'est dit, bon, en fait, on a peut-être sauté les pas. Un peu plus vite que les autres. Donc on est extrêmement fiers que l'Élysée ait parlé sur nous. Et ensuite ça a débouché sur d'autres médias beaucoup plus influents, de type Le Média Positif. Il me semble plus de 4 millions de vues. On a fait Hugo Décrypte. On a fait de nombreux médias qui parlent aux jeunes et aux moins jeunes. Pour nous, on a réussi notre mission d'avoir parlé un peu à tout le monde et de voir que c'était un projet qui plaisait. Ok, donc preuve de concept, check. Là, vous avez votre sésame pour aller cogner aux portes des banques. En termes de notoriété, check. Je pense que vous avez réussi à bien mener votre campagne de communication avec des relais quand même importants comme celui de l'Élysée ou même d'autres acteurs des médias. Qu'est-ce qui est ressorti en fait de cette mise en avant, des messages que vous avez reçus? Est-ce que vous avez eu des propositions? Est-ce que vous avez eu des projets de collaboration? Je crois que vous avez, suite à ça, considérablement augmenter votre bassin d'associations partenaires, notamment à Strasbourg, Bordeaux, Amiens. Mais qu'est-ce qui est ressorti en fait de tout ce magma de messages et de sollicitations tous azimuts? De un, qu'on était soutenus et qu'on n'était pas seul à penser que Soli était une bonne idée. De deux, on s'est rendu compte aussi que c'était un problème européen et voire à échelle mondiale, puisqu'on a eu des demandes au Portugal, en Espagne, en Belgique, en Allemagne, et même un peu plus loin, de type Pologne ou Hongrie. Et on a même eu une demande au Canada. Donc on s'est rendu compte aussi qu'on répondait pas à qu'un seul problème français. Et de trois, c'est que avant de faire cette médiatisation, cette preuve de marché, c'est vrai qu'on était un peu mal vu des banques ou autres, puisque on a un nouveau produit. Ils se disent c'est un jeune de 21 ans, il a peut-être une bonne idée, mais on n'en sait rien. Et donc avant, on galérait à rentrer en contact avec ces acteurs bancaires ou autres pour chercher un partenaire. Donc on a rencontré 9 acteurs et aujourd'hui on est en discussion encore avec 7 pour faire le projet. Et donc ça nous a aussi aidé dans le développement de ce projet-là, de rencontrer les banques, parce que maintenant on doit prendre un choix de ce partenaire, parce que sans partenaire bancaire, on peut pas faire le projet, malheureusement. On va dire que ça nous a un peu aidé à rencontrer tous ces acteurs. On n'arrive plus en tant que c'est un projet, un petit projet étudiant. On arrive en tant qu'un projet qui a fait ses preuves d'un point de vue marché. On a un peu d'argent, où malheureusement 80 000 euros ça suffit pas pour le financer entièrement. Mais c'est là où on peut déjà rentrer dans des discussions un peu plus avancées et où c'est plus simple. J'aimerais te poser une question sur la collaboration, puisque vous avez réussi à finalement faire parler de votre projet au-delà des frontières hexagonales, on va dire, donc à l'échelle de l'Europe et même à l'international. Le PDG de l'Alliance canadienne pour mettre fin à l'itinérance a dit un jour « Tout ce dont on a besoin pour mettre fin à l'itinérance a été essayé quelque part. Il n'est pas nécessaire de réinventer la roue, on peut accélérer les progrès en partageant. » Donc sur la partie innovation, on va te laisser lui prouver qu'il y avait encore des choses à inventer. En revanche, il y a encore peu d'échanges entre les pays sur la question du sans-abrisme, et qui est pourtant mondiale. Comment tu envisages la collaboration avec d'autres acteurs à l'international ? Alors, c'est une très bonne question. Et on en parle en ce moment même avec mon associé, donc qui est sur la partie tech, et avec un avocat qui est là pour nous épauler sur la propriété intellectuelle. Et en fait, nous, déjà, on le dit, c'est qu'on est dans une démarche où on est en open source. C'est-à-dire que tout ce qu'on crée, on ne garde pas que pour nous. On laisse un accès aux personnes qui souhaitent s'y intéresser. Parce qu'on est conscient que si une personne, elle souhaite faire un peu de solidarité ou avoir un projet un peu similaire ou qui doit s'appuyer sur notre connaissance, il a le droit et ça, on va faire avancer les choses plus vite. On n'est pas là pour faire de l'argent ou autre, donc on peut se le permettre.
Et ensuite, le fait de créer, on va dire, une marque qui est forte, qui s'appelle Soli, avec un branding qui était bien fait. Et je remercie Antoine Kiska, qui est un super DA, pour tout ce qu'il a créé et fait pour la marque. C'est que, en fait, on va pouvoir s'engager dans des pays sans passer pour une asso française ou autre. On est déjà globalement bien reconnu un peu partout, via déjà le nom, Soli. Soli, ça fait pas français. Les personnes ont une autre vision de l'associatif. Parce que on a créé le projet comme une start-up. On n'a pas créé ça comme la petite asso du coin. Même dans notre démarche de réflexion ou autre, on l'a créé comme si c'était une start-up, réellement comme une entreprise. Et donc, dans les discussions et dans les rencontres que je fais, je me rends compte que c'est plus simple, mais c'est peut-être aussi lié à mon âge, parce que ces personnes-là n'ont pas l'habitude de voir des jeunes porter des projets de cette taille-là. Je pense qu'aujourd'hui, Soli a les capacités et on va dire les bons éléments pour faire quelque chose d'international qui intègre tout le monde et qui ne met aucune association de côté. Parce que on parle pas qu'aux grosses associations, on parle même aux très petites, en fait on parle à tout le monde. Et ça, tout le monde ne le fait pas, surtout dans ce monde-là. Donc pour l'instant, je te dirais ces 3 éléments de réponse. Après, peut-être que je me trompe. Pour terminer, Tim, quelles sont les prochaines étapes pour Soli ? Qu'est-ce qui vous attend à la rentrée ? Alors, qu'est-ce qui nous attend à la rentrée ? Un peu de tout. Donc, de l'administratif, puisque aujourd'hui, on était sous tutelle de l'association Les Soldats du Sourire. Donc là, on est en train de créer notre propre association pour bien distinguer les maraudes et cette solution bancaire. Ensuite, un peu de management, puisqu'on réintègre des personnes dans le projet et de clarification dans les rôles de chacun. Puisqu'il va y avoir de la hiérarchisation, on va dire. Matt sera épaulé par des devs bénévoles, moi je serai épaulé par des personnes qui sont autour du management ou autour de la solution. Et ensuite il y a toute cette partie comité, parrain et personnes qui souhaitent s'investir dans le projet, donc la restructuration, on va dire. Et ensuite, donc là c'est du partenariat avec une institution bancaire pour faire tout ce qui est plan KYC, donc de compliance bancaire et de développement web. Donc aujourd'hui, nous on a le prototype, on a le POC qui a été réalisé par Mathieu. Alors le POC, juste pour nos auditeurs, c'est le Proof of Concept. Tout à fait. Je traduis juste pour les personnes qui sont pas trop familières avec le langage startup. Merci. Donc là, en fait, aujourd'hui, dans ce POC, on est capable de donner de l'argent, on est capable de payer, on est capable de tout faire, sauf que il manque cette rubrique partenaire avec une institution monétique pour que le produit soit finalisé. Donc on est sur ça. Et notre objectif, c'est d'émettre les cartes, donc donner ces premières cartes aux associations d'ici la fin d'année, début d'année 2025, avant le grand froid. Donc c'est la période de février-mars. Et au niveau des institutions bancaires, vous avez déjà fait une première sélection. Est-ce que vous êtes imposé des critères ? Parce que dans le monde bancaire, il y a, on va dire, un spectre assez large entre les banques éthiques et les banques, on va dire, sur le chemin de l'éthique, de la responsabilité sociale et environnementale, et d'autres qui le sont un peu moins. Est-ce que vous êtes au clair là-dessus ou Oui, c'est pour cette raison-là qu'on a rencontré 9 et qu'aujourd'hui on en a 7. Et donc là, on avance pour affiner notre sélection, même si on a déjà quelques idées de partenaires qui peuvent être très très cohérents. Mais il faut qu'on valide tous les points ensemble pour faire un autre choix. Bon, écoute, on va bien évidemment suivre l'avancée de Soli au fil des semaines et des mois avec beaucoup d'intérêt, parce que c'est une solution qui est très prometteuse, qui a déjà fait parler beaucoup d'elle, et on va continuer à faire parler d'elle, notamment à travers ce podcast. Tu nous claques pas un burn-out dans 6 mois par contre, hein, Tim. Ah non. C'est important de prendre soin de toi aussi, parce que t'es quand même sur plusieurs fronts, et même si t'es jeune et que t'en as sous la pédale, il faut quand même pas s'oublier. Alors, chers auditeurs, si vous souhaitez recevoir le pitch deck de Soli pour investir dans la solution, contactez Tim Deguette sur LinkedIn. Je mettrai le lien vers son profil dans la description. Merci beaucoup, Tim. Merci à toi, Charlène. Merci beaucoup d'avoir écouté Philanthropio. Vous avez aimé l'émission ? Dites-le moi avec 5 étoiles et des commentaires sur l'application Apple Podcast. Vous pouvez retrouver également tous les épisodes sur philanthropio.com. Si vous souhaitez réagir, écrivez-moi à charlène@philanthropio.com. À bientôt pour dérouler le fil de nouveaux récits.
Bye.